bonjour, buenas tardes, boa tarde, good afternoon, bon après-midi, bonsoir, voilà. Donc, comme ça a été dit, moi je suis Vincent Debu, je suis français, qui n'avait rien à voir avec les cloches, et je suis arrivé au Portugal pour travailler dans la recherche dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec les cloches. Et il y a eu un projet de recherche qui a fait que je me suis intéressé aux cloches. Et ça fait à peu près 10 ans, plus de 10 ans que j'ai travaillé sur les cloches. Je suis physicien, je me suis spécialisé en acoustique. Et mon travail, c'est d'être chercheur et professeur en acoustique musicale. Music acoustics, acoustica musicale. Donc j'étudie les instruments de musique d'un point de vue de la physique. Et je vais ici présenter un petit peu quelques concepts de la physique associée aux cloches, en fait. Parce que les cloches, on en parle là. Et puis, il y a plusieurs approches qui ont été faites aux cloches. Et en fait, il y a eu beaucoup dans l'histoire de scientifiques qui se sont intéressés aux cloches. Alors, je pourrais citer Mersenne, qui est un des premiers, qui était un frère, qui est un des premiers qui a écrit la théorie universelle, qui était un grand document d'acoustique, en fait, dans le siècle XVII. Et puis après, il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus, et on pourrait citer Lord Rayleigh, on pourrait citer également Helmholtz. Bon, c'est des grands noms de la physique, en fait. Alors, là, je ne vais pas faire un cours de physique, hein, mais je vais présenter quelques concepts, et j'expliquerai pourquoi c'est intéressant pour les cloches, et puis après, je donnerai des applications concrètes que j'ai faites ces dernières années, pour, en particulier, ce qu'on appelle Preservation and Cultural Heritage. Alors, je vais avoir 3 axes à peu près qui vont être discutés. La production du son dans les cloches. Ensuite, je vais parler de comment on peut caractériser, comment on peut mesurer les propriétés physiques des cloches. Et puis après, je donnerai ces exemples sur le patrimoine culturel. Alors, on va commencer par des notions très simples. Déjà, qu'est-ce que le son ? Alors le son, c'est pas du miracle, hein. Le son, en fait, c'est des variations de pression. Donc, on peut imaginer les particules qui changent, en fait, un peu de volume. Et, en fait, ces vibrations, enfin, ces mouvements de particules se propagent dans l'air, donc ils créent des vibrations, et nous on a des oreilles qui sont sensibles à ce genre de vibrations, et donc on arrive à avoir une perception. Voilà. Alors ensuite on peut se demander comment le son est produit. Donc il est produit par des sources sonores. Ces sources sonores, en fait, elles vibrent. Voilà, et c'est ça. Donc le son, c'est de la vibration, et le son n'est qu'une conséquence d'une vibration. Alors la vibration peut être d'une structure, on peut imaginer une machine à laver, ça fait du bruit. On peut imaginer également quand on a par exemple une bombe qui tombe, malheureusement ces jours-ci il y en a beaucoup, ça fait du bruit. Donc là c'est parce que le fluide, l'air, subit des changements de température très grands. Puis on peut imaginer un train qui passe à très grande vitesse et on entend un sifflement du train. Voilà. Mais là, on va surtout s'intéresser en fait à des vibrations de structure. Et on va s'intéresser aux instruments de musique. Et un instrument de musique, ça a 3 parties essentielles. La première, c'est un système d'excitation, on appelle ça une source. Ensuite, on a un système qu'on appelle un résonateur. Donc lui, il va vibrer, il va recevoir l'énergie de la source et il va vibrer. Et puis après, on a un élément qui va permettre de transformer cette vibration en son. Donc l'objet vibre, et à un moment, cette vibration va être transmise aux particules d'air. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si on veut comprendre le son qui est émis par un objet, il faut étudier la source. Voilà. Et donc dans le cas de la cloche,
C'est assez simple, le problème, puisque l'excitation, c'est un badal, enfin c'est un battant, clapper en anglais. Et puis après, le résonateur, c'est la structure, et le système qui rayonne le son, c'est la structure. Donc finalement, on n'a que finalement deux objets à analyser. Alors, un son de cloche, c'est simple, tout le monde le connaît. Alors, c'est assez intéressant, là, c'est un son d'une petite cloche, hein, vous l'avez bien reconnu. Alors, c'est un son qui a vraiment un timbre particulier, on sent qu'il y a beaucoup de fréquences là-dedans, les musiciens parlent de timbre. Tout le monde est capable de chanter le son qui a été émis ici, donc ça veut dire qu'au niveau, ce son crée une sensation de hauteur, pitch perception en anglais, et en fait, il y a un autre phénomène qu'on a pu entendre, c'est qu'il y a une légère modulation de l'amplitude du son, ça fait waouh, 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 tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques sonores que l'on entend quand une cloche fait un son. Alors on peut donner des représentations à ces sons, et ici, là en bas, j'ai une représentation, ça s'appelle historiquement un sonagramme, on appelle ça une représentation temps-fréquence ou un spectrogramme. Finalement, c'est comme une partition de musique. Le temps est l'axe horizontal, et l'axe vertical, c'est comme s'il y avait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sauf que là, on parle en termes de fréquence. Voilà. Et vous savez très bien que le do a une fréquence, que le la a une fréquence. Donc là, voilà, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs lignes horizontales. Chaque ligne horizontale est plus ou moins courte. Chaque ligne horizontale correspond à une fréquence. Donc on s'aperçoit qu'un son de cloche a plusieurs fréquences. Et on s'aperçoit que la longueur de ces lignes horizontales sont différentes. Ça veut dire que le temps de vie de chaque fréquence est différent. Et puis, on appelle ça en fait les partiels. Ces fréquences ont un nom, ça s'appelle des partiels. Voilà. On parle de fréquences fondamentales, souvent en musique, mais là, on ne va pas en parler. On va juste simplement parler de partiels. Et puis, ces partiels ont certains noms qui sont très connus par les fondeurs de cloches. Alors, en anglais, la première fréquence, ça s'appelle le hum. La deuxième, ça s'appelle la fondamentale. La troisième, ça s'appelle la tierce. La quatrième, la quinte. Et l'autre, l'octave. Voilà. Et en fait, on a plusieurs fréquences. Et si on analyse les rapports de fréquences, les rapports qui existent entre ces fréquences, on s'aperçoit qu'on a un accord de tierce mineure. Voilà. Et ça, c'est le son de la cloche typique européenne. Alors c'est important d'entendre ça. Quand on tape une cloche, on n'entend pas une note, on entend un accord. Alors, il y a énormément de fréquences dans un son de cloche, et on parle de ces fréquences dans des rapports mathématiques qu'on qualifie de harmoniques ou de inharmoniques. En tous les cas, c'est une soupe de fréquences, finalement, quand on entend un son de cloche. Et ici, j'ai listé quelques noms classiques des fréquences de cloche. Alors, l'autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle en anglais le warble. Donc, c'est cette modulation d'amplitude qui fait waouh, 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 waouh. Il débauche la question assez pertinente, c'est quand une cloche, vous pourrez faire cet exemple-là avec des amis, quand vous entendrez une cloche, vous leur demanderez de chanter la note qu'ils entendent, et très souvent, on chantera des notes différentes. C'est-à-dire que la notion de hauteur de son de cloche est un phénomène très très particulier. Et ça s'appelle en anglais la strike note. Alors, maintenant, je vais donner une fois que j'ai présenté les caractéristiques sonores de la cloche, je vais montrer que ces caractéristiques sonores dépendent de propriétés physiques de cette cloche. Donc l'origine des partiels, c'est en fait ce qu'on appelle des modes de vibration de la structure de la cloche. Quand on se demande qu'est-ce que l'origine de ces battements que l'on entend, ce beating, ça provient des modes de vibration de la cloche. Ensuite, quand on regarde pourquoi chaque partiel disparaît au cours du temps de manière différente,
c'est dû en fait à des caractéristiques liées au matériel dans lequel la cloche est construite. Et quand on se demande d'où vient la hauteur de la cloche, ben là, la physique n'explique pas tout et il faut ajouter des théories de psychoacoustique pour comprendre ce phénomène-là, qui n'est toujours pas compris. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce que sont les modes de vibration? Les modes de vibration, tout objet qui existe peut vibrer. Et il a des mouvements naturels. Vous voyez, mon bras, il peut bouger comme ça naturellement. Maintenant, si je veux passer ce bras-là de l'autre côté, ça va être compliqué. Ça, c'est pas du tout un mouvement naturel. Donc, tous les corps ont des mouvements naturels. Et ces mouvements naturels arrivent à une certaine fréquence, qu'on appelle couramment fréquence de résonance. Ok, voilà. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce concept de mode est très important pour les gens d'ingénierie. Et quand on regarde, en fait, comme ici, une membrane qui est percutée et qui vibre, ben, on pourrait représenter, en fait, ce mouvement de manière très simple, comme l'animation qu'il y a, ok, d'une membrane qui va et vient. Mais en réalité, non, ça ne suffit pas. Ça, c'est juste un mouvement naturel d'une membrane. Et une membrane en a une infinité. Et ici, j'ai présenté plusieurs modes naturels de vibration. Et si je veux expliquer le mouvement vrai de la membrane, il faut en fait que je vois ça comme une somme des mouvements naturels. Vous voyez ce que c'est que la matière? C'est une somme de molécules. Voilà, mais c'est la même chose. La vibration complète, c'est une somme de vibrations élémentaires que j'appelle des modes de vibration naturels. Et pour la cloche, eh bien, ils sont là. Voilà, on les connaît très bien. Alors, c'est assez surprenant parce que certainement qu'on n'imagine pas comment une cloche vibre. Ces modes-là, on n'arrive pas à les voir, mais on arrive à les analyser physiquement. Et je vais montrer que ce son-là, qui est une cloche, on reconnaît bien, mais ce son-là, en fait, c'est obtenu par une combinaison de 5 modes de vibration qui sont les suivants. Chaque mode est associé à une fréquence de résonance, j'ai dit. Ben, le premier mode, donc la cloche vibre naturellement comme ça, toi avec. Et à ce mouvement-là, il y a une fréquence associée. C'est un son pur. Le deuxième mode, c'est celui-là. Ok, donc là, vous voyez que le mouvement est différent. Et la fréquence associée, c'est celle-là. Et après, les fréquences des autres modes, c'est celle-là. Et là, il y avait un peu de magie qui va arriver, c'est que quand je mets tous ces modes ensemble qui arrivent, le son que j'obtiens, c'est celui-là. Donc, vous voyez que si je connais les modes naturels de l'objet, je sais reproduire le son de l'objet. Ça veut dire que j'ai compris comment l'objet vibre. Et c'est ça le jeu du physicien. Ça va être d'analyser finalement les modes naturels et les fréquences naturelles de vibration de la cloche. Et ici, c'est des dessins classiques qui ont été obtenus dans les années 80 par un grand physicien qui s'appelait Thomas Rosing. Voilà. Alors, ensuite, pourquoi on a ce wah-wah-wah, ce beating qui arrive? Ça, c'est une spécificité de la cloche, puisque la cloche, c'est une structure qui est symétrique, okay, qui est une symétrie axiale. Et en fait, dans les symétries axiales, il arrive un fait comme ça, en physique c'est comme ça, c'est qu'il va y avoir pour une fréquence, il ne va pas y avoir un seul mode de vibration, il va y en avoir 2. Voilà, c'est la physique qui dit ça. Et la chose qui arrive, c'est que quand la structure perd sa symétrie, et ce qui arrive très souvent dans le cas des cloches, parce que la cloche est fondue, ok, et un fondeur de cloche n'arrivera jamais à faire une cloche parfaitement symétrique à la sortie de la fondition. Donc, ces deux modes-là, en fait, ils vont avoir une fréquence légèrement différente. Et quand j'ai deux fréquences qui sont très proches l'une de l'autre, elles vont battre l'une contre l'autre, et on va entendre waouh, 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 waouh. Et ici, vous pouvez voir un mode de cloche. Et si vous regardez les valeurs des fréquences, ici j'ai 642.14 et ici j'ai 642.11.
Et quand ces deux fréquences vont exister, ça va faire waouh, 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 au lieu de faire waouh. Alors, ça c'est intéressant pour le physicien, parce qu'en fait, on arrive, le degré, le nombre de battements que l'on entend dans le son, ça m'indique si la cloche est parfaitement symétrique ou pas. Et ça m'indique si le fondeur de cloche est bon ou pas, d'une certaine manière. Est-ce qu'il arrive ou pas à faire des cloches parfaitement symétriques? Voilà. Alors, après, quand une cloche vibre, ça j'imagine non plus que vous ne l'avez pas souvent vu, parce qu'on ne le voit pas à l'œil, mais avec des simulations numériques, on arrive à le faire. Et là, je vais montrer l'influence de pourquoi il faut taper une cloche ici et non pas à un autre point. Et donc là, je vais montrer deux animations. Je vais taper en bas et je vais taper en haut. Et vous allez voir, ça donne des choses assez jolies, ça se colorie. Et ce qui est important de voir, c'est que les deux dessins à droite et à gauche sont différents. Si les deux dessins sont différents, ça veut dire que la cloche vibre de manière différente. Ça veut dire que le son produit est différent. Voilà. Alors, ça c'était l'influence du point de contact. Et le fondeur de cloche, quand il fait sa cloche, il dit il faut que le badal il tape ici. Voilà, donc il y a vraiment cet intérêt-là. Et après, on peut se demander d'où viennent ces modes naturels de vibration. Ils viennent de deux facteurs. Le profil de la cloche, je ne parle pas de la forme, okay. Je parle de la variation de l'épaisseur de la cloche avec la hauteur. C'est ça, okay. La bell shape. Okay. Et on voit qu'au fil des années, le profil de la cloche a évolué. À gauche, on a des cloches du XIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle, XVe siècle. La bien connue cloche des Européens en tierce mineure et une cloche en tierce majeure. Pourquoi pas? Alors, ensuite, le deuxième aspect qui est important pour définir ces modes propres de vibration, c'est le matériau dans lequel est fait la cloche. Bon, les cloches sont faites en bronze, ok, et le bronze, on sait depuis très longtemps, ce point de vue-là, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation durant les millénaires. C'est une partie de cuivre et 4 parties de cuivre pour une d'étain. Ok, donc c'est ça la recette et c'est connu depuis très longtemps. Il y a quelques cloches qui sont faites en acier. Bon, c'est rare et ça sonne pas très bien, très souvent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, historiquement, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de physiciens qui sont intéressés aux cloches. Et en fait, on a réussi après à accorder ces cloches. Okay, j'ai parlé qu'il y avait des rapports de fréquence très précis, que la cloche fait une tierce mineure. Et c'est pas facile d'aller faire une cloche et de faire que quand vous allez taper, elle va faire une tierce mineure, ça va pas marcher au premier coup. Il faut l'accorder. Et les techniques d'accord de cloche, c'est très difficile. Et ça a été découvert au XVIIe siècle par deux frères, les frères Emoni, en Hollande, okay, qui ont réussi à accorder les premières cloches et qui ont réussi à faire les premiers carillons. Voilà. Et dans l'histoire, après, ce savoir s'est perdu et il a été retrouvé par un Anglais, Simpson, au XIXe siècle. Et on a au Portugal un des élèves qui est passé entre les mains des frères Emoni, pas directement, okay, mais au Portugal, on a les carillons de Mafra. Et un des deux carillons était fait par William Whitlock, qui a été en contact, pas direct, avec les frères Emoni. Okay. Voilà. Donc, comment on accorde les cloches? Ben, c'est simple quand on connaît la physique. On peut accorder un instrument uniquement en changeant ou la masse ou la raideur de l'objet. Donc, pour accorder des cloches, il va falloir enlever de la masse à certains endroits précis. Quelle est la difficulté de tout ça? C'est que si j'enlève de la masse à cet endroit-là, je ne vais pas changer un seul partiel, okay, mais je vais tous les changer. Alors c'est là la difficulté et c'est là le grand savoir-faire. Donc les fondeurs de cloches il y a eu des études qui ont été faites empiriques qui expliquent si j'enlève de la matière ici, de comment chaque partiel va évoluer. Il y en a qui vont monter, il y en a qui vont descendre, etc. Et puis aujourd'hui, quand même, on a des techniques assez avancées qui sont en particulier utilisées par la Royal Ijsbout à Asten, en Hollande, parce qu'avec les modèles mathématiques, on arrive à prévoir tout ça. Voilà.
Alors, ensuite, l'histoire de la hauteur de la note perçue, c'est très compliqué. On pourrait donner une image. Est-ce que ce verre qui est là existe ou pas? Vous voyez? Et bien, ça, c'est la question qui se pose pour la sensation de hauteur quand on entend un son de cloche. Mais il s'avère que la fréquence que vous chantez est une fréquence qui n'existe pas en réalité. Et ça, c'est la magie. Alors, c'est des théories. Il y en a plusieurs. Il y a la règle de l'octave, où il y a ce qu'on appelle la fondamentale virtuelle. Voilà. Donc ça, la fondamentale virtuelle, c'est en fait le cerveau invente une fréquence qui manque à une certaine logique. Comprenez, si je dis 20, 30, 40, 50, il y a un numéro qui manque, c'est le 10. Mais c'est ce qui se passe pour les cloches. Il y a des fréquences qui existent, il en manque une, mais le cerveau la reconstruit. Voilà. Ça, c'est la fondamentale absente. Alors, ensuite, je vais avancer un petit peu plus, je vais montrer des études qui ont été faites et des techniques. Donc ça, c'est une technique de mesure qu'on a mise en place quand on a étudié la cloche la plus ancienne du Portugal. Cette cloche a été trouvée à Coruche, elle date de 1287. Et donc, elle a été rencontrée dans une recherche archéologique cassée. Et moi, avec des collègues, je l'ai étudiée. Alors, j'ai essayé de mesurer l'évolution de l'épaisseur de la cloche avec la hauteur. C'est l'horreur. J'ai passé des nuits entières, des journées entières à mesurer ça. Ok ? C'est la galère, mais on arrive avec un pied à coulisse et un laser, on arrive à savoir un petit peu quels sont à chaque hauteur, quels sont les rayons. Alors aujourd'hui, quand même, on a développé des techniques de scanner 3D, d'imagerie. Alors ça nous permet, c'est très pratique, ça nous permet d'avoir l'objet, on le scanne, et puis après on a plein de données et on peut les traiter. Ça c'est top, c'est rapide, on peut aller dans n'importe quel endroit et on gagne du temps. Puis on arrive à obtenir ça. Donc ça c'est la cloche vraie, ça c'est la cloche, c'est ce qu'on appelle le nuage de points, the point cloud, ok. Et à partir de là, moi je peux faire des calculs. On arrive à recréer l'objet virtuellement, ok, et avec des couleurs également, puisque les scanners prennent des couleurs. Donc ça, après, on peut l'utiliser en termes de pédagogie, d'éducation, ok, je montrerai des exemples. Ensuite, on peut étudier comment la cloche est faite, puisqu'on peut analyser, on peut faire des coupes dans ce modèle 3D et savoir quelle est la variation de l'épaisseur le long de la hauteur, avec une précision incroyable, hein, le dixième de millimètre, ce qui est impossible avec un pied à coulisse. Et puis après, on peut faire des calculs que je vais présenter qui me permettent de savoir quels sont les modes et quelles sont les fréquences. Et de ce fait, je peux analyser si la cloche est bien accordée ou pas. Voilà. Alors, voilà le genre d'objet qu'on arrive à faire. Ça, c'est une cloche du carillon de Mafra. Okay, et ça, c'est l'objet virtuel. Si vous mettez la cloche réelle à côté, vous voyez difficilement la différence. Okay. On arrive à avoir quand même pas mal de détails. On arrive à avoir l'endroit où le badal tape. Ok, c'est ici. On voit que là-haut, le badal, il est cassé. On arrive à avoir le détail des ornementations. Bon, c'est pratique hein, pour le cultural heritage, tout ça. On peut faire des bases de données. Voilà. Et là, vous voyez, après, j'arrive à savoir quelle est l'épaisseur. Chose très difficile à obtenir. Alors, ensuite, on peut faire des calculs un peu savants. Avec une méthode qu'on appelle les calculs d'éléments finis. Ça vient de l'ingénierie de l'automobile, dans les avions, tout ça, on sait faire ça. Mais on peut faire ça pour les cloches. Donc c'est des techniques de calcul avec l'ordinateur. Pour ça, il faut savoir quel est le matériel, okay, le bronze, savoir quelle est sa densité, ce qu'on appelle le module Diang et le module de Poisson. Puis après, j'arrive à faire des calculs. Je sais quels sont les modes, je sais quelles sont les fréquences et je peux vérifier si j'ai un accord de tierce mineure ou pas. Donc ça, on l'a fait. Puis après, on a fait aussi des mesures in situ avec des marteaux où on tapait sur les cloches et on mettait des capteurs. Ces capteurs mesuraient les vibrations. Puis on l'a vraiment fait puisqu'on est allé dans les 2 tours de Mafra, il y a 100 cloches. Donc j'ai mesuré 100 cloches avec des collègues quand même. Ça met 3 mois à peu près. Hein. Okay, avec vent, neige non, mais pluie.
Puis après, on arrive à obtenir des signaux scientifiques, puis on peut faire des théories mathématiques, et en inventant des théories mathématiques, on arrive à reproduire les signaux obtenus dans la réalité. Et si avec la mathématique j'arrive à reproduire ça, ça veut dire que j'ai trouvé les bons paramètres dans mon modèle mathématique. Et en particulier, les paramètres que je recherche, moi, ce sont les fréquences et les temps de decay, et on arrive à les extraire à partir de ces mesures-là. Et on a pu donc appliquer ça à Mafra, ok, 2 tours, 2 carillons, une centaine de cloches, certaines originales du XVIIIe siècle, bon, par le dernier fondeur de cloches qui savait le secret, on va dire. Et donc on a pu analyser l'accord de toutes les cloches. À gauche, la tour nord, à droite, la tour sud. On voit que finalement, si les barres sont petites, ça veut dire que l'accord est bon. Et on voit que la tor du sud est meilleure que la tor du nord. Ok ? Et c'est pas surprenant parce que William Whitlock, c'est le dernier qui savait le secret pour accorder des cloches. Ok. Alors après, on a pu calculer aussi le son, le decay du son. Donc c'est le temps que met chaque partiel pour disparaître, ok, pour mourir. Et puis on a pu également savoir quelle était la fréquence du diapason de l'époque. On ne jouait pas à 440 Hz à l'époque. Et puis on ne jouait surtout pas avec un tempérament égal. Et avec les mathématiques, on arrive à reconnaître quel était le tempérament utilisé. Et à Mafra, donc on a pu identifier que le carillon sud, qui est le seul parfaitement accordé, avait une fréquence de diapason de 396 Hz, qui correspond à peu près à un sol actuel. Et on a su déterminer que son accord était suivant, que l'échelle musicale était un tempérament mésatonique quart de ton. Voilà. Okay. Et on est arrivé, ça, ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'on arrive à faire ça à partir de mesures. Donc on est objectif. Ok, c'est ça la force de tout ce que je raconte. Alors, la cloche de Coruche, c'est celle-là. La cloche de Coruche, elle a été trouvée cassée. On a pu recoller certains fragments, mais il en manque. Ok. Donc si vous tapez cette cloche-là, ben, elle ne fait pas de son. Voilà, elle fait toc. Alors, on a fait une petite étude, on a demandé à des gens des matériaux d'analyser la ligue de bronze, puisqu'on ne sait pas au XIIIe siècle comment ils faisaient le bronze. Donc les gens des matériaux ils ont tiré une toute petite partie de bronze qu'il y avait dans cette partie cassée. Okay, il y avait une partie cassée, ils en ont utilisé, et puis ils ont déterminé quelle était la densité du bronze et quelle était la ligue de bronze, l'alliage. Ensuite, on a mesuré la cloche, on a pu faire des calculs, et puis on a pu savoir si la cloche était en tierce mineure ou non. Si la cloche était en tierce mineure, les Portugais auraient été les premiers à savoir accorder des cloches. Mais non, ils ne savaient pas. Cette cloche-là, et comme toutes les cloches du XIIIe siècle, c'est une cloche qui a à peu près 3 tons bien accordés. Voilà. Donc les Portugais, à cette époque-là, ne savaient pas faire mieux que les autres. Ok, c'est ce qu'on a cru, enfin, c'est ce qu'on voulait savoir finalement. Ça, c'était la problématique des gens de musicologie. Alors, après, moi, ce qui est intéressant, c'est que cette cloche-là a été rencontrée cassée, elle a été collée, il manque des parties, donc vous tapez, elle ne fait pas de son. Et avec les mathématiques, on arrive à faire des choses des fois assez géniales, et on arrive même à faire chanter les équations. Et donc, on a pu faire une petite application pour le musée de Coruche, où est en fait présentée la cloche. Et donc il y a une petite application tactile avec laquelle vous pouvez entendre le son de la cloche de Coruche qui n'a pas été entendu depuis le XIIIe siècle. Voilà. Et donc c'est ça. Et puis j'ai fait un petit truc, c'est que je me suis dit, vu que je sais que taper à certains endroits le son est différent, ben, je vais montrer aussi ça aux gens qui vont venir au musée. Et donc on peut entendre le son de la cloche de Coruche quand elle était percutée à cet endroit-là. On peut percuter un petit peu au-dessus, puis on s'aperçoit que le son est déjà un petit peu différent. Il est encore plus différent ici, il est encore plus différent ici, et encore plus différent ici. Voilà.
Donc ça, c'est le genre de choses qu'on arrive à faire. Alors donc ça s'appelait... c'est la résurrection virtuelle du son du synode de Coruche. Voilà, c'est ce qu'on a pu faire. Alors après, on fait des choses un petit peu plus folles. On peut proposer des techniques pour réaccorder des cloches de manière non intrusive. Intéressant pour la préservation du patrimoine historique. Donc là, l'idée qu'on a eue, c'est finalement, on peut, pour changer l'accord d'une cloche, il y a deux options, c'est soit la masse, soit la raideur. Puis on s'est dit, mais si on ajoutait des petites masses à certains endroits, et que ces petites masses, on pouvait les coller et les retirer quand on voulait, mais on pourrait finalement accorder des cloches historiques de manière correcte et les faire sonner de manière plus agréable, plus moderne. Et ça serait non intrusif et non destructif. Ok, on ne touche pas l'objet historique en soi. Et donc là, c'est ce qu'on a fait sur un exemple. Et ici, vous pouvez voir les fréquences de la cloche quand elle n'est pas accordée. Enfin, la cloche originale. Puis après, cette cloche-là, elle n'est pas accordée correctement. Elle a été faite par le fondeur de cloches de Braga, Geronimo Silva. On avait acheté une cloche à lui. Et on lui avait demandé explicitement de ne pas l'accorder. Okay. Et donc nous, après, avec nos petites masses, on a calculé les petites masses qu'il fallait coller à cette cloche pour la réaccorder. Et ici, vous avez les fréquences de la cloche avec ces petites masses, et à qui la cloche, elle est parfaitement accordée. Okay. Alors on ne peut pas faire des miracles. Hein. En rajoutant des masses, on ne fait pas monter les fréquences. Okay. Attention, je ne dis pas qu'on a la solution à tout. Mais on arrive, finalement, si on veut faire baisser un peu le diapason, c'est possible, et surtout, on peut changer vraiment le mode que l'on veut, le partiel que l'on veut. Alors, voilà, j'ai terminé à peu près et je suis dans les temps, je vais aller un petit peu vite, mais j'ai terminé ma présentation. Alors, tout ce travail, je ne l'ai pas fait tout seul, hein. J'ai été aidé par des collègues, José Vieira Antunes en particulier, qui est un grand collègue avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Je travaille au Centre d'énergie nucléaire du Portugal. J'ai travaillé aussi avec João Soares de Carvalho, un professeur de musicologie, ethnomusicologue de l'Université Nouvelle de Lisbonne, Universidade Nova de Lisboa. Et j'ai également travaillé avec mon thésard, mon doctorant Miguel Carvalho, qui aujourd'hui est la personne qui fait les cloches à la Royal Eschbout. Et qui, il y a 10 ans, ne connaissait rien du monde des cloches, et qui aujourd'hui est le responsable des centaines de cloches qu'ils font par an. Voilà. Et qu'est-ce qu'il utilise? Toutes les théories que j'ai aujourd'hui présentées. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cet abord scientifique est une manière d'aborder le problème de la cloche totalement objectif, okay, et qu'on arrive aujourd'hui, parce qu'on a eu le niveau de compréhension des maths, de la physique, de la science a bien augmenté ces dernières années, et aujourd'hui, en fait, on arrive à aider les constructeurs d'instruments de musique. Okay, on arrive à aider les constructeurs de cloches. C'est comme ça que la cloche de tierce majeure a été inventée. Si je demandais ici aux fondeurs de cloches, faites-moi une cloche en tierce majeure, mais peut-être que dans un mois, ils l'auront, mais ce que je sais, c'est qu'ils auront perdu beaucoup de temps et certainement beaucoup de matériel. Okay, et avec l'ordinateur, c'est faire un programme, appuyer sur Enter, attendre un petit peu et on a le résultat. Voilà. Et en plus, donc on arrive on peut dessiner des nouvelles cloches, okay, ou des cloches avec des sonorités différentes, ça peut être intéressant. Et puis j'ai montré qu'on arrive quand même à être utile pour la préservation du patrimoine culturel. Et je dirais que tout le travail qu'on a fait sur les cloches, pendant 10 ans au Palais national de Mafra, ça a été utile. Puisqu'aujourd'hui, le Palais national de Mafra, c'est monument patrimonio humanidad da UNESCO. Okay, et c'est ce qui manquait pour le patrimoine d'UNESCO, pour que Mafra soit patrimoine d'UNESCO. Il fallait que les carillons soient restaurés. Okay, et j'ai fait partie de l'équipe qui a fait la restauration des carillons de Mafra. J'ai dit, ces cloches-là que vous devez rajouter doivent être accordées de cette manière, etc. Et c'est utile. Okay, donc voilà, c'était un petit peu une overview du monde scientifique de la cloche,
ok? Mais ce qui est bon et ce qu'on aime, c'est entendre les cloches. Voilà. Donc il n'y a pas besoin des maths pour apprécier les cloches. Voilà. Merci à tous.